Bonsoir et bienvenue sur l'heure du mystère. Ce soir, nous allons nous aventurer dans les recoins les plus sombres de la réalité avec des histoires qui prouvent que les vrais monstres ne se cachent pas dans les contes de fées, mais bien parmi nous. Ces récits sont basés sur des événements réels, des rencontres qui ont basculé dans l'horreur. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre risque de vous glacer le sang. J'ai déménagé chez mon père quand j'avais 10 ans et je ne connaissais personne dans le coin, à l'exception d'une famille avec qui mon père était ami. Une mère célibataire avec 3 enfants. Heureusement, il y avait une fille un peu plus âgée que moi, appelons-la Chloé. Elle avait 12 ans quand je l'ai rencontrée. Au fil des années, nous avons appris à nous connaître. Nous n'étions pas très proches, mais nous avons fini par avoir les mêmes amis. Un soir, mon ami Romain traînait avec elle et son jeune frère. Il se trouvait être seul à la maison parce que la mère de Chloé était au travail. Par le biais de son travail, sa mère aidait une femme et avait appris à bien la connaître. Elle avait découvert que la sœur de cette femme avait été internée dans un hôpital psychiatrique et en était sortie récemment. Le soir où Romain était chez Chloé, on a frappé à la porte. Chloé a pensé que c'était simplement sa mère, car elle avait une façon particulière de frapper en rentrant, et elle a ouvert sans réfléchir. Romain n'était pas censé être là, alors il s'est enfui par la fenêtre pour rentrer chez lui, un peu plus loin dans la rue. Il n'y a pas repensé une seconde. Ce n'était pas sa mère, c'était la sœur de la femme que sa mère aidait. En parlant avec sa propre sœur, elle avait réussi à découvrir où la famille vivait et les horaires de travail de la mère. Elle est entrée. C'est là que les détails me manquent, et honnêtement, je suis soulagée de ne pas les connaître. Le petit frère de Chloé a réussi à s'échapper chez les voisins pour appeler la police. L'assaillante a assassiné mon amie Chloé de manière brutale, 1 semaine avant Noël. Elle l'a décapité et a laissé son corps nu dans la baignoire. Elle avait même caché sa tête. Les enquêteurs ont dû fouiller parmi les cadeaux de Noël, et je ne sais pas où ils l'ont trouvé, mais ils l'ont trouvé. On ne m'a pas autorisé à aller à son enterrement. Cette histoire est arrivée à la grand-mère de ma femme il y a environ 15 ans, quand nous sortions encore ensemble. Son mari venait de décéder 1 an auparavant, mais elle avait commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale. C'était une façon de faire de l'exercice et de voir du monde. C'était en hiver, donc le soir tombait déjà quand elle rentrait à pied. La bibliothèque fermait à 17h et il y avait toujours quelques petites choses à faire avant que tout le monde ne parte. Ce soir-là, elle a refusé qu'une autre bénévole la raccompagne en voiture, car elle tenait à rester en forme. Sa maison se trouvait à environ 1,5 km, un chemin qui traversait une zone légèrement boisée en périphérie d'une grande ville. Alors qu'elle est à mi-chemin, elle remarque quelqu'un derrière elle. Il marche dans la même direction et gagne du terrain sur elle, ce qui en soi n'est pas si étrange. Elle est âgée et ne marche pas très vite. Mais cet homme a quelque chose de vaguement sinistre. Il continue d'avancer. Bientôt, il est juste derrière elle. Puis, il ralentit et se cale sur son rythme, restant juste dans son dos. Maintenant, elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle est presque arrivée. Elle peut voir le début de son allée et elle laisse toujours les lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison. Elle n'a plus que 150 mètres à faire. Pendant tout ce temps, elle a dit qu'il était si proche qu'elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque. À environ 50 mètres de chez elle, ça arrive. Une main puissante se pose sur son épaule. « Ok, ne vous retournez pas et donnez-moi votre sac, sinon je vous plante. » Elle s'arrête 1 seconde, puis fait un grand pas en avant, se retourne et tire sur l'homme au cou avec le 38 qu'elle gardait dans son sac à main. Un revolver que son défunt mari, ancien gendarme, lui avait laissé pour sa protection. L'homme a passé les 5 années suivantes dans un hôpital pénitentiaire avant de mourir de complications. La grand-mère de ma femme est décédée l'année dernière, mais jusqu'à la fin, elle a regretté d'avoir appuyé sur la gâchette trop tôt. Quand j'étais jeune, entre 8 et 11 ans environ, ma sœur, de 7 ans mon aînée, me gardait quand mes parents sortaient. À l'époque, elle fumait beaucoup, et mes parents l'obligeaient à fumer dehors, bien sûr. Alors je la suivais dehors, je jouais, je l'agaçais un peu. Un jour, ma sœur remarque une voiture au bout de notre allée, simplement arrêtée sur la route. C'est un SUV blanc avec un porte-vélo sur le toit.
Il a les vitres les plus teintées que j'ai jamais vues, impossible de voir à l'intérieur. La voiture restait là jusqu'à ce que ma sœur rentre, puis elle allait se garer au bout de la rue, sur le parking de l'église, et attendait. Elle attendait qu'elle ressorte pour une autre cigarette, et le manège recommençait. C'était étrange, mais ma sœur est courageuse et a simplement essayé de l'ignorer. Jusqu'au lendemain, alors que mes parents étaient de nouveau sortis et que la voiture est revenue. Elle se garait au bout de l'allée et observait. Je ne sais pas ce que le conducteur faisait, mais il observait ma sœur. Je le sais parce que si je ne sortais pas avec elle, je regardais depuis la fenêtre du salon et la voiture restait là, à la fixer. Elle en a parlé à mon père, qui était gendarme à l'époque, et il a appelé ses collègues pour déposer une plainte. Ils sont venus, ont fait une ronde, mais le SUV était introuvable. Des mois ont passé, rien. Puis, un jour, bien 9 mois après le début de toute cette histoire, et environ 4 mois après la dernière apparition, il était de retour. C'est devenu une habitude. Un autre jour, ma sœur était dehors, en train de s'adonner à sa mauvaise habitude, et bien sûr, il n'a pas manqué de réapparaître. Cette fois, nous étions seuls, comme d'habitude, et elle a décidé que c'en était trop. Elle m'a dit de rester sous le porche, qu'elle allait les affronter. Elle a commencé à marcher vers le 4x4 et à mi-chemin dans l'allée, elle nous racontera plus tard, j'ai ressenti une terreur absolue. C'était comme si je savais que si je faisais un pas de plus, c'en était fini de moi. J'étais paralysée par la peur pure. Elle a fait demi-tour et est rentrée à l'intérieur. Finalement, la voiture familiale était au garage pour un problème quelconque, nous étions donc tous coincés à la maison pour la soirée. Alors que mes parents étaient là, ma sœur est sortie fumer. Je suis sorti avec elle et, évidemment, le 4x4 est apparu. Elle m'a dit de courir à l'intérieur pour prévenir mon père, ce que j'ai fait. Mon père a immédiatement saisi son arme de service et a commencé à descendre l'allée d'un pas rapide, l'arme à la main, en direction du 4x4, mais sans le pointer sur lui. Le véhicule a démarré en trombe sur la route et a filé à toute vitesse sur l'autoroute voisine. Mon père, étant policier, a noté l'année, le modèle et les caractéristiques distinctives. Le plus effrayant, la plaque d'immatriculation était recouverte de rubans adhésifs gris. Nous ne l'avons plus jamais revue. Je n'avais que 4 ou 5 ans et mes parents venaient de se séparer. Ma mère vivait dans un appartement de 3 pièces. J'avais ma propre chambre, mais je préférais dormir dans son lit chaque fois que j'étais avec elle. Nos 2 chambres se trouvaient au bout du couloir, l'une en face de l'autre. Notre appartement était au rez-de-chaussée et je me souviens que c'était en plein été et que ma mère avait laissé une fenêtre ouverte dans sa chambre qui se trouvait juste derrière le lit, au-dessus de la tête de lit. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée au milieu de la nuit et je me souviens m'être assis et avoir vu notre chat assis dans l'encadrement de la porte de la chambre de ma mère. Je dois préciser que sa porte était ouverte et on pouvait partiellement voir dans ma chambre. C'était étrange, car notre chat était habituellement toujours au lit avec nous. Alors que je l'observais, il est entré dans ma chambre et a miaulé. Je me suis tourné vers ma mère et je l'ai réveillée. Dans les 3 ou 4 secondes qu'il m'a fallu pour la réveiller et qu'elle me demande ce qui n'allait pas, nous avons toutes les 2 relevé les yeux vers l'encadrement de la porte, et là, un homme se tenait près de ma porte ouverte, sortant de la chambre. Je ne sais toujours pas comment elle a réussi à le faire si vite, mais ma mère m'a attrapé et m'a littéralement jeté par la fenêtre. Elle a suivi rapidement et nous avons pu commencer à crier à l'aide et quelqu'un a appelé le 17. La police est arrivée mais n'a trouvé aucun signe d'effraction, seulement que notre porte d'entrée était déverrouillée, ce qui les a amenés à croire que l'homme avait dû sortir par là. Ce qui était étrange, c'est que ma mère jurait ses grands dieux qu'elle avait verrouillé la porte ce soir-là à double tour et avec la chaîne de sécurité. Environ 1 semaine plus tard, en nettoyant la cuisine, elle a ouvert le placard du chauffe-eau et a trouvé un carnet avec des noms et des dessins, ainsi qu'une paire de gants et des emballages de chewing-gum. La police a de nouveau été appelée, mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est supposer que l'homme avait été dans notre maison et s'était caché jusqu'à ce que nous soyons endormis. Un jour, alors que je faisais ma lessive, une des lumières de mon sous-sol a grillé.
Mon sous-sol est agencé de telle sorte que la buanderie est séparée de l'autre côté du sous-sol par un mur et une porte. Pour monter à l'étage, il faut sortir de la buanderie et traverser l'autre partie du sous-sol. C'est donc la lumière de l'autre côté qui a grillé, pas celle de la buanderie. Comme c'était la seule lumière de ce côté-là, il faisait assez sombre. J'ai terminé la lessive que je devais faire en redoutant la traversée du sous-sol obscur. Je sors de la buanderie, j'arrive à mi-chemin et j'entends un ricanement sonore. Imaginez le son que les gens font quand ils imitent une sorcière. Prenez ça et imaginez que la sorcière a fumé pendant 50 ans, rendant sa voix plus grave et plus rauque. C'est ce que j'ai entendu clairement, juste derrière moi. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai foncé vers les escaliers. J'ai attendu que mon père rentre à la maison pour changer l'ampoule. Je n'ai jamais réentendu ce ricanement depuis et je n'en ai parlé à personne dans la maison. Ceci est arrivé à une de mes amies. Elle me l'a raconté il y a environ 1 an. Appelons-la Manon. Manon a la petite vingtaine et donnait des cours particuliers à des lycéens. Un soir, il y a quelques années, elle donnait un cours à un lycéen. Ils ont étudié assez tard et les bus s'étaient arrêtés de circuler. Étant loin de chez lui, le garçon a demandé s'il pouvait dormir par terre chez elle pour la nuit et prendre le premier bus le matin. Manon était très réticente, car inviter un étudiant adolescent à passer la nuit ne semblait pas être une excellente idée. Mais il l'a supplié et finalement, elle a cédé. Ils sont retournés dans son studio, elle s'est mise au lit tandis qu'il étendait une couverture par terre et ils se sont tous les deux endormis. Quelques heures plus tard, vers 2 heures du matin peut-être, le garçon réveille Manon. « J'ai vraiment faim, dit-il. Allons chercher quelque chose à manger. » Chloé ouvre les yeux et le regarde, incrédule. « Manger ? Maintenant ? Il est 2 heures du matin. Retourne te coucher. » Mais l'étudiant insiste. « Non, j'ai trop faim. Allons manger quelque chose, s'il te plaît. » Elle lui dit qu'il reste des pâtes dans la cuisine et qu'il pourrait s'en préparer. Mais cela ne le satisfait pas. Il ne veut pas de pâtes. « Il y a un kebab ouvert 24 heures sur 24 juste au bout de la rue. Allons-y !» Finalement, après plusieurs minutes à insister, le garçon réussit à convaincre Chloé de l'accompagner. Ils quittent l'appartement et sortent dans la nuit. À peine sont-ils dans la rue que le garçon se tourne vers Chloé et lui dit, le souffle court, « En fait, je n'ai pas faim. Je me suis réveillé et j'ai regardé sous ton lit. Il y a un homme qui dort là-dessous. » Ils ont appelé la police et ont découvert qu'un sans-abri vivait dans l'appartement de Chloé depuis 2 mois, dormant sous son lit. Le garçon ne l'avait vu que parce qu'il était allongé par terre, ce qui lui donnait une vue directe et terrifiante sous le lit. J'empruntais un raccourci sur une petite départementale, quelque part dans le Massif central. C'est une région assez isolée, sauvage. La route était une simple 2 voies au milieu de nulle part, traversant des paysages désolés à perte de vue. Je roulais donc seul en plein après-midi, m'engageant dans une route de montagne sinueuse. Une fois arrivé au sommet, je traversais un petit canyon bordé d'herbes hautes. Et là, au loin, j'aperçois quelque chose qui bloque la route. En m'approchant, je ralentis pour mieux voir. Une vieille Peugeot 205 rouge, arrêtée en travers des 2 voies. Une valise ouverte avec des vêtements éparpillés partout et 2 corps allongés face contre terre sur le bitume, un homme et une femme. Je me suis arrêté à une 30aine de mètres et tous les poils de ma nuque se sont dressés. Étant un ancien militaire, mon instinct a pris le dessus. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai saisi mon pistolet, un 9 mm, avant de chambrer une balle. Quelque chose clochait terriblement. La scène avait l'air trop parfaite, comme si elle avait été mise en scène. Un guet-apens. Il y avait un truc qui n'allait pas. En balayant la route du regard, j'ai vite repéré une trajectoire possible. Passer à gauche du corps de l'homme, me faufiler à droite de la femme derrière la voiture et je serais de l'autre côté. J'ai passé la première, j'ai écrasé l'accélérateur et j'ai suivi la trajectoire que j'avais prévue. Je suis passé derrière la 205 sans la toucher, ni l'un ni l'autre des corps. J'ai continué sur une 50aine de mètres avant de ralentir pour reprendre mon souffle et calmer les battements de mon cœur. C'est en regardant dans mon rétroviseur que j'ai vu l'horreur. Les 2 corps s'étaient relevés et se tenaient à genoux. Et une 20aine de personnes émergeaient des herbes hautes de chaque côté de la route. À cet instant précis, mon pied droit a violemment heurté le plancher et je n'ai plus lâché l'accélérateur jusqu'à ce que je doive ralentir pour rejoindre l'autoroute.
Je ne saurais jamais ce qui me serait arrivé si j'étais sorti de ma voiture pour vérifier l'état des victimes ou si je m'étais arrêté plus près d'eux. Avec des amis, nous étions partis pour une partie de pêche de nuit sur les berges de la Garonne. Nous étions assis au bord de l'eau, avec un bon feu de camp, la soirée rythmée par les discussions habituelles et quelques bières. Puis, soudainement, tout le monde s'est tu, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Nous fixions tous l'autre côté de la rivière avec le sentiment profond et partagé que quelque chose ou quelqu'un nous observait en retour. C'était une sensation très angoissante que certains du groupe ont tenté de dissiper avec un humour un peu lourd, quand un cri à glacer le sang a retenti depuis l'autre rive, figeant tout le monde sur place. Ce son ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu de ma vie, et il a fait vibrer et picoter chaque poil de mon corps. La seule façon de le décrire, ce serait le cri d'une personne sauvage, incapable de parler, qu'on égorgeait vive. Pas de mots, juste ce hurlement suraigu et terrifiant. Personne ne bougeait ni ne disait un mot. Nous sommes restés là, pétrifiés, le regard fixe. Et, tout aussi soudainement, un deuxième cri a éclaté, avec encore plus de force que le premier. À ce moment-là, plusieurs d'entre nous ont sprinté vers nos voitures, garées à quelques mètres de là, pour récupérer nos fusils de chasse. Quand nous sommes revenus, nous nous sommes tous assis en silence, les yeux rivés sur la rive opposée, guettant le moindre mouvement dans la lumière vacillante de notre feu. Nous attendions, à l'affût d'un autre cri ou de la chose qui se cachait de l'autre côté. Finalement, un troisième cri a retenti, tout aussi brusquement, mais cette fois, il venait de notre côté de la rivière, des buissons à 1 mètre à peine de nous. Nous avons tous détalé comme des lapins, laissant la plupart de nos affaires derrière nous. En arrivant à nos voitures, nous avons entendu le cri une dernière fois, juste au-delà de la lisière des arbres. On a tous démarré en trombe pour fuir cet endroit maudit, et nous n'avons jamais su ce qui produisait ces sons. C'était un vendredi soir. Mon ami, disons Antoine, est passé me chercher en voiture chez moi. J'étais pressé, car nous étions en retard pour un match de hockey en ville. Pendant tout le trajet, on s'amusait tellement que je n'avais même pas remarqué que mon téléphone n'était pas sur moi. J'ai fouillé le siège de la voiture, le sol, mais il n'était nulle part. J'étais certain de l'avoir simplement oublié à la maison. Pendant le match, je ne pouvais pas m'arrêter de m'inquiéter à l'idée de l'avoir peut-être fait tomber quelque part. J'ai donc emprunté le téléphone d'Antoine et j'ai couru aux toilettes. J'ai composé mon propre numéro, espérant que quelqu'un à la maison décrocherait. Après 3 sonneries, une personne a répondu, mais elle est restée complètement silencieuse à l'autre bout du fil. J'ai crié dans le téléphone que je vérifiais simplement si j'avais laissé mon portable à la maison. Aucune réponse. J'ai supposé que c'était mon petit frère qui me faisait une blague, alors j'ai raccroché. Je suis rentré tard cette nuit-là, et j'ai vu que mes parents n'étaient pas à la maison. Je suis entré et je les ai appelés pour savoir où ils étaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient sortis dîner et voir un concert au parc avec mon petit frère. Ils étaient partis peu de temps après moi et devaient rentrer dans environ une demi-heure. J'ai donc raccroché et j'ai commencé à chercher mon téléphone portable. Mais c'est là que j'ai réalisé comment quelqu'un de ma famille aurait-il pu répondre à mon appel s'il n'était pas là. J'ai senti une douleur dans mon estomac tandis que la peur m'envahissait. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la porte arrière de la maison s'ouvrir et se refermer. J'ai immédiatement bondi par la porte d'entrée, j'ai couru chez les voisins et j'ai appelé la police. Apparemment, la porte arrière avait été laissée ouverte et quelqu'un était simplement entré dans notre maison. Rien n'a été volé, mais la chose la plus effrayante est l'idée que nous aurions pu nous endormir avec un inconnu dans la maison. Quelque temps auparavant, une famille avait emménagé à côté de chez nous. Leur fils était tordu. Il était obsédé par les films d'horreur et voulait toujours que je lui parle de choses que j'avais vécues pendant mon service militaire, des choses qu'aucune personne saine d'esprit ne voudrait entendre. Il aimait aussi tourmenter les animaux errants. Ce type était un vrai déséquilibré. Il avait 19 ans à l'époque et ma fille en avait 7, mais il cherchait toujours à lui parler. Il engageait la conversation avec elle quand elle rentrait de l'école. Il l'interpellait par-dessus la clôture quand elle jouait dans le jardin.
Mais ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, c'est quand il a appelé à la maison en demandant à lui parler. C'en était trop. Je suis allée chez eux, j'ai hurlé sur lui et ses parents, je lui ai dit de rester loin d'elle et que je ne voulais plus jamais le revoir. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Ma fille a toujours été un peu imaginative et paranoïaque. Elle pensait qu'il y avait des monstres sous son lit, ce genre de choses. Alors, quand elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui vivait dans son placard la nuit, qu'elle avait trop peur de se lever pour nous le dire, mais que cette chose n'était plus là pendant la journée, nous avons pensé que ce n'était rien de grave. Quelques semaines ont passé, et un soir, ma femme et ma fille passaient la nuit chez ma mère. J'ai donc allumé la télé pour regarder quelques films, finissant par m'endormir en bas sur le canapé vers 2 heures du matin. Je reçois un appel de ma voisine, la mère du garçon étrange. Elle me dit quelque chose comme « On a vu que vous étiez debout, alors on a appelé. Notre fils a disparu. Je suis passée devant sa chambre et sa porte était ouverte, ce qui est inhabituel, et il n'y avait aucun signe de lui. On a besoin d'aide pour le chercher. » L'appel téléphonique m'a réveillée, mais je ne l'étais pas avant, alors je leur ai demandé pourquoi ils pensaient que j'étais debout. « Oh, il vous a vu marcher à l'étage et la lumière est allumée. » Mon sang s'est glacé, comme de la glace. J'étais évanouie sur le canapé et je sais que personne n'avait allumé de lumière. Je leur ai raccroché au nez, j'ai couru dehors vers ma voiture pour prendre mon fusil de chasse, mais j'ai remarqué les gendarmes qui arrivaient devant la maison de mes voisins. À ce moment-là, j'ai foncé vers eux et je leur ai dit que quelqu'un était dans ma maison. C'est là que j'ai vu les lumières dans la chambre de ma fille allumées et une silhouette qui faisait les 100 pas. Quand les gendarmes sont entrés, ils ont trouvé le fils des voisins. Il attendait dans la chambre de ma fille avec une petite installation bien confortable dans son placard. Il a dit qu'il aimait la regarder dormir au clair de lune. Et voilà qui conclut nos histoires de ce soir. Laquelle vous a le plus terrifié? L'idée d'un inconnu répondant à votre propre téléphone dans votre maison ou celle d'un voisin qui s'installe secrètement dans le placard de votre enfant? Dites-moi tout dans les commentaires. Si ces récits vous ont donné des frissons, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à l'heure du mystère et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme nous, aiment se faire peur. Votre soutien est essentiel pour continuer à déterrer ces histoires troublantes. Merci d'avoir veillé avec nous et à très bientôt pour de nouveaux mystères.